De Paris, 9 ans après les faits, c'est celui du braquage de la milliardaire américaine Kim Kardashian lors de son séjour à Paris en 2016. C'était en pleine Fashion Week de Paris. La star ligotée et bâillonnée dans son hôtel parisien rue Tronchet pour lui dérober ses bijoux. 9 millions de butins au total qui se sont complètement volatilisés. Dans le box des accusés aujourd'hui, ils sont 10, 9 hommes et une femme qui y auraient donc participé. Des malfaiteurs au profil très atypique. Julien Elion. Voici ce que les enquêteurs surnomment les papis braqueurs. Ils ont entre 50 et 70 ans et auraient pu finir leur carrière sur un coup d'éclat. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 en plein Paris, ils séquestrent Kim Kardashian, lui volent ses bijoux. Le butin est estimé à 9 millions d'euros. Le plan se déroule sans accroc. Entre la rentrée et la sortie, on a peut-être fait 5, 7 minutes, 6 minutes. Parce que tout s'est bien passé. En réalité, tout ne s'est pas si bien passé que ça. Dans leur fuite, les braqueurs font des erreurs. Ils repartent à vélo, sont filmés par des caméras. Surtout, les enquêteurs retrouvent l'ADN d'un d'entre eux sur cette croix tombée dans un caniveau. Ils seront interpellés quelques mois plus tard avec leurs complices. La plupart d'entre eux nient leur implication dans le vol. Ce sont 10 personnes à la santé fragile qui vont se présenter à la barre. Ils encourent la prison à perpétuité. Le mystère du butin, lui, reste entier. Les bijoux et l'argent de la vente n'ont jamais été retrouvés. On va parler avec nos invités qui m'ont rejoint en plateau. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur France Info. Pauline Delacius, vous êtes grand reporter à la Tribune Dimanche. Bonjour à vous. Bonjour. Et auteur de ce livre, La nuit de Kim Kardashian, aux éditions Grasset. Bonjour à vous. Nathalie Pérez, vous êtes grand reporter à France Télévisions, pour le coup, auteur de ce livre Sous direction antiterroriste aux éditions du Rocher. Bonjour à vous. Et puis Fabrice Risoli est avec nous également. Bonjour. Docteur en sciences politiques et spécialiste de la grande criminalité. C'est un procès hors norme, d'abord, Nathalie, que celui donc des braqueurs de Kim Kardashian par son retentissement international. Et 4 semaines, c'est long pour un braquage. Oui, c'est long, mais étant donné que c'est une affaire criminelle, c'est jugé devant une cour d'assises, donc c'est un délai qui est normal. Ce qui est moins normal et plus étonnant, c'est que c'est 9 ans après les faits. Ouais, donc 9 ans après les faits, c'est très très longtemps, et effectivement, ça va être très médiatisé. Il y a près d'une centaine de journalistes accrédités, dont pas mal de journalistes étrangers. Et d'ailleurs, ils sont 10 dans le box des accusés. On l'a dit, ils étaient 12 au départ, mais il y en a un qui est décédé. Un autre n'est pas en état de comparaître. Et parmi les 10 restants, un accusé est devenu presque sourd. Il a 70 ans aujourd'hui. À noter qu'ils comparaissent tous libres, d'ailleurs. Oui, parce que évidemment, 10 ans, c'est très long. On peut pas laisser les suspects en prison préventive pendant 10 ans. Donc, ils ont fait quelques mois de prison, voire quelques années. Puis ensuite, ils sont sortis en liberté provisoire. Donc là, ils vont être jugés. Et je vous rappelle qu'ils encourent la perpétuité quand même. Donc, ils vont être tous jugés pendant 1 mois. Et effectivement, 2 seront absents, un malade, l'autre décédé. Et puis, celui dont vous parlez, c'est celui qui est censé, qui est vu par la justice comme étant le cerveau présumé du braquage. Lui est devenu, entre-temps, totalement sourd. Et d'ailleurs, ils ont installé un système de dactylographie à la cour d'assises, de manière à ce que tout soit écrit, qu'il puisse lire les débats, et puis aussi, lui, qui puisse taper ses réponses par écrit, puisqu'il ne peut pas s'exprimer non plus du fait de sa surdité. Avec un procès assez inhabituel, du coup. Pauline Delacius, on le disait, donc un procès exceptionnel par son retentissement international, par la nature aussi des accusés. On vient d'en reparler dans ce sujet, des papis braqueurs nés dans les années 50. Alors sur les 10, il y en a 8 qui nient, il y en a 2 qui avouent leur participation. Ils ont tous des surnoms. Ça fait un peu pied nickelé. Ça fait bandit à l'ancienne, surtout pied nickelé, je sais pas, mais ils ont des surnoms marrants, en effet. Il y a Omar le Vieux, il y a Pierrot le Gros, il y a Nérapé, il y a Didier Yeux Bleus, parce que aussi ce sont des hommes qui se connaissent depuis longtemps, plusieurs décennies même pour certains, qui sont amis, qui ont des CV, si je puis dire, assez chargés. Ils ont eu l'habitude de travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, pas tous, et ça dépend à quel niveau, mais en tout cas, ils se sont croisés, beaucoup, et ils sont un peu titi parisiens. Ils ont ce côté-là, c'est ça qui les a rendus un peu aussi particuliers. Nathalie ? Oui, ce sont ce qu'on appelle des bandits à l'ancienne, des braqueurs à l'ancienne, qui étaient tous très très connus de la brigade de répression du grand banditisme. Donc quand l'un d'eux a laissé son empreinte ADN sur un scotch qui a servi à ligoter Kim Kardashian, ils se doutaient pas, puisqu'ils avaient des gants de chirurgiens. Ils pensaient pas que l'ADN pouvait passer à travers. Ils connaissaient pas encore l'avancée des techniques scientifiques dont disposait la police. Avec un travail finalement, Fabrice Risoli, à l'ancienne alors.
À l'ancienne, mais ils correspondent aussi à la définition d'Europol de ce qu'on appelle un réseau criminel. 60% utilisent la violence, donc en l'occurrence, ils ont utilisé la violence. Je rigole un peu quand j'entends un des accusés dire que finalement, il n'a pas fait un braquage, donc c'est moins grave. En réalité, avec la séquestration, c'est beaucoup plus grave. Je crois qu'il ne se rend pas bien compte de l'effet que ça fait sur les victimes. Elle a été ligotée et bâillonnée, voilà. on le rappelle. Donc, à l'ancienne, oui, bien sûr. Les surnoms, il y a beaucoup de Omar. Donc, Omar le jeune, Omar le crabe. Enfin, il faut se reconnaître. Dans le milieu du crime organisé, on ne s'appelle pas par son nom de famille. Et ensuite, voilà, ils sont quand même dans un degré de professionnalisme assez restreint. Donc, ils ont fait quand même pas mal d'erreurs. Le problème, c'est qu'alors que la PJ a avancé vite, on peut quand même regretter un procès 9 ans après, ce qui interroge énormément sur les moyens de la justice en France. Je rappelle qu'on a 2 fois moins de magistrats que la moyenne du Conseil de l'Europe. Enfin, c'est à cause de ça qu'il s'est passé ces 9 années ? Écoutez, en tout cas, tous les procès, c'est comme ça. Quand on voit le procès blanchiment donc, du Petit Bar à Marseille, etc., c'est toujours 8, 9, 10 ans après les faits. Enfin, c'est quand même un vrai problème. Non, je pense que dans ces affaires de grande criminalité ou de grand banditisme, les enquêtes sont très très longues. Et effectivement, tant qu'on n'a pas interpellé tous les auteurs, les complices, les guetteurs, les receleurs, il fallait interpeller tous ces gens-là. Et c'est des enquêtes au long cours qui sont compliquées et longues. C'est la raison pour laquelle ça a duré. Là, ils les ont arrêtés assez vite quand même. Ouais. Ils les ont arrêtés au bout de 3 mois. Oui, mais c'est ensuite que ça prend du temps. Et mais les pourquoi ? Parce arrestations qu'on a sont plutôt espéré rapides. aussi retrouver ce butin de 9 millions ? Ah ben ça, c'était le but. Hein. C'était l'objectif premier. C'était de retrouver les bijoux. Mais je pense qu'ils ont un peu trop tardé, justement, puisqu'il y a eu des filatures. Ils ont été placés sur écoute, puisqu'ils avaient tous été identifiés. Ils n'ont pas été interpellés tout de suite. Ils ont été longuement suivis, écoutés. Et en fait... Ils ont eu le temps d'aller jusqu'en Belgique pour revendre ils ont eu le temps de plusieurs fois à Anvers. Et parmi le revendre butin, une partie. Oui, voilà, envoyer une partie à l'image, alors qu'on en parlait de ce butin et de cette fameuse bague de fiançailles offerte par le rappeur Kanye West. À 4 millions, évalué à 4 millions d'euros. Alors des rumeurs disent qu'il l'aurait gardé, il l'aurait caché quelque part. Mais je pense qu'on ne va pas revendre cette la légende. C'est la légende. Je pense qu'ils l'ont. Vous savez, à Anvers, vous avez des receleurs qui sont pas tout à fait honnêtes et qui vont récupérer ce diamant. Mais comme c'était une pièce unique, d'après ce qu'on sait, d'après ce que les enquêteurs supposent, c'est qu'il a été cassé en plusieurs morceaux de manière à ce qu'il soit pas reconnu. Et pour ça, évidemment, il a été acheté beaucoup moins cher. C'est ce que laissent entendre les écoutes, en tout cas. Alors, quand on parle de ces papis braqueurs et d'un certain amateurisme, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas conscience, ont-ils dit, Pauline Delassus, du statut finalement de star de Kim Kardashian. C'est-à-dire que pour eux, ils allaient braquer la femme d'un rappeur. Ils font des erreurs qui peuvent faire penser à des amateurs, mais ils ont quand même, sans vouloir tresser leur louange, fait un exploit, c'est qu'ils ont réussi à avoir l'information et trouver le moment où cette femme qui n'est jamais seule est seule. Oui. Sans son garde du corps, de nuit, sans son garde du corps. Ça, c'est un tuyau qui vaut de l'or, si je peux dire. Donc là, c'est pas des pieds nickelés. Après, ils font des erreurs, qu'ils connaissent pas exactement qui elle est, tout ce qu'elle fait, c'est certain. Ils ont quand même compris l'essentiel, c'est qu'elle est célèbre, elle a de l'argent, et ce soir-là, elle est seule. C'est suffisant pour eux, comme motivation. Ils n'ont pas vraiment besoin de connaître toutes ces frasques. Le crime organisé français est connu pour être capable de faire ce qu'on appelle une veille informationnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se fréquentent dans les cafés ou ailleurs, etc. Et l'info sur les nouvelles lois, etc., pour le haut du panier, ou l'info pour avoir un nouveau coup, c'est quand même leur spécialité. Donc là, c'est effectivement vrai. Et là, il y a un traître dans l'équipe de Kardashian. C'est vraiment très fort, en effet. Il bénéficie d'informations qui viennent directement de personnes proches d'elle. Oui, on sait. C'est le frère du chauffeur, du patron de la boîte de chauffeurs qui bossent avec les Kardashians depuis une dizaine d'années. Le frère du patron de cette boîte est proche de certains suspects et donc est en mesure de leur dire en temps réel ce qu'elle fait ce jour-là, à quelle heure elle sera seule, ce que fait le garde du corps, etc. Kim Kardashian, allez-y Nathalie. Oui, effectivement, ils ont commis des erreurs, mais il y a eu aussi la malchance qui s'y est mise dans cette histoire, puisque on avait rencontré, moi j'avais interviewé l'un des braqueurs à sa sortie de prison qui nous racontait effectivement qu'il avait lui dû porter le sac de bijoux et qu'il était parti avec un vélo qu'il avait acheté d'ailleurs sur le Bon Coin, qu'il était parti avec son vélo
crevé. Le vélo, la roue avant était déjà crevée. Il n'a pas voulu faire demi-tour. Il est parti quand même pour le braquage. Et lorsqu'ils ont quitté l'appartement en laissant Kim Kardashian ligoter dans la baignoire, il a pris son sac à dos, la bretelle de son sac à dos, s'est coincée dans la roue du vélo. Il est tombé à terre et dans la précipitation, il a ramassé les bijoux, sauf qu'il en a laissé un sur lequel il y avait... Non, il a laissé la petite croix en diamant sur lequel il y avait de l'ADN. Voilà. Et c'est ainsi qu'ils ont pu être confondus. Absolument. C'est aussi l'ADN qui est laissé sur les serre-flex et Absolument, le sur les scotch serre-flex qui la bâillonne. Je crois que Alors justement, on va revenir à la victime, Kim Kardashian, donc énorme star internationale, milliardaire, particulièrement choquée, traumatisée évidemment par cette nuit. On dit, Pauline de la Suze, qu'elle n'oserait plus porter de bijoux depuis. Elle n'a plus porté de bijoux pendant un moment. Elle a dit qu'elle considérait que c'était trop lourd, trop dangereux. Je crois que ça fait 9 ans, donc, comme on disait, et que depuis, elle a reporté des bijoux. Elle est revenue à Paris alors qu'elle n'y est pas venue pendant des années, alors qu'elle venait beaucoup, que c'était une ville importante pour elle, qu'elle aime bien. Donc là, voilà, on sent que le temps est passé et que ça va mieux, mais c'est certain qu'elle a été très traumatisée. La scène est très violente. En plus, elle est à ce moment-là quasiment nue dans son lit, donc il y a une vulnérabilité évidente. Elle pense qu'elle va être violée, elle pense qu'elle va être tuée. Aux États-Unis, quand on débarque avec une arme chez soi, c'est quand même souvent ça se termine bien plus mal. Et c'est la filleule d'O.J. Simpson, il ne faut pas l'oublier. Elle a suivi le procès d'O.J. Simpson à l'époque. La meilleure amie de sa mère a été assassinée par O.J. Simpson. Elle a vécu tout ça aux premières loges. Ça fait partie de l'histoire de sa famille et de son histoire. Et je pense forcément, enfin elle l'a dit, c'est pas moi qui le pense, que ça a ravivé ça aussi et que voilà. Puis on est quelques mois après les attentats du 13 novembre aussi, donc on est dans une période de vigilance totale, d'urgence attentat. Donc elle pense effectivement qu'elle va être violée ou elle pense peut-être même qu'elle a affaire à des terroristes. Et il y a un des accusés, si je ne m'abuse, qui se serait même excusé auprès de la star américaine. Omar lui a écrit un mot, lui a fait transmettre un mot pour s'excuser. Alors, Kim Kardashian a annoncé par la voix de son avocat qu'elle viendrait témoigner à Paris. Ce sera le 13 mai prochain. Elle dit avoir confiance en la justice française. Oui, je pense qu'elle est pas dans la revanche et dans la haine de ces braqueurs, mais elle veut que justice soit faite, effectivement, et elle tient à venir. Donc, je vous cache pas que ça. Et elle est depuis devenue juriste. Oui, absolument. Elle est devenue avocate. Son père était avocat. Elle a toujours dit qu'elle voulait devenir avocate. Et donc là, elle a passé le premier concours pour être juriste, il y a un équivalent là-bas, et elle veut devenir avocate. Donc, elle je pense que c'est aussi pour ça. Cette reconversion, à cette affaire. Non, elle l'a pas. En tout cas, pas vers. Elle l'a jamais communiqué. Elle avait déjà commencé avant, mais peut-être qu'il y a un lien. Ouais. Elle aura un avocat de toute façon. Oui, bien sûr. Et elle aura des interprètes évidemment. Fabrice Risoli, effectivement, la notoriété de Kim Kardashian, est-ce qu'elle peut changer l'issue du procès? On entend certains accusés s'inquiéter d'un procès un peu vitrine, de cette surmédiatisation qui pourrait être en la faveur de Kim Kardashian. En la faveur, elle est la victime, donc moi, je n'ai pas de problème avec la faveur accordée à la victime. Est-ce que ça pourrait aller plus loin? Mais en même temps, vous l'avez dit, ils encourent la perpétuité. Donc, oui, ils encourent la perpétuité. Non, mais d'abord, elle incarne une starification de la société. Et donc, les braqueurs ont toujours fait beaucoup de braquages de bijouterie de luxe à Paris, Place Vendôme, Place Vendôme, dans les expositions de collection à Cannes, etc. Elle était une bijouterie ambulante. Donc, c'est la cible. Aujourd'hui, elle va être la victime, c'est ça qu'il faut rappeler. Est-ce que les peines seront plus sévères parce qu'on s'adresse à ce type de... Je ne le crois pas. Je pense que les juges vont surtout regarder comment vont se comporter les accusés au tribunal. En général, on accorde beaucoup plus de clémence, entre guillemets, à des personnes qui avouent, qui expliquent. Donc je pense qu'il pourrait y avoir une différence là-dessus. Ça peut évoluer. Les assises, les gens peuvent changer. Je ne crois pas que... Voilà. Par contre, ils sont dans la lumière, alors que, évidemment, s'ils avaient braqué un inconnu, ça serait pas pareil. Pour l'instant, sur les 10, ils ne sont que 2 à reconnaître les faits. Oui, c'est ceux dont on a retrouvé l'ADN, donc ils pouvaient difficilement nier. Après, les autres, effectivement, contestent tout. Leur défense, ça va être quoi, Pauline de la Suze? Ça dépend pour lesquels, parce que ceux qui ont admis, ça va être différent. Ceux qui contestent, je pense, vont essayer de prouver qu'ils avaient des alibis, qu'ils étaient ailleurs,
Oui, par exemple. Aux avocats, mais... Par exemple, le fils de Omar, qui lui était un chauffeur VTC, qui a emmené son père sur les lieux du braquage et qui a toujours affirmé qu'il ignorait tout de ce braquage. Il pensait déposer son père quelque part à 3h du matin dans Paris. Ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, et ça va avec cette surmédiatisation, évidemment par rapport au statut de Kim Kardashian, suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, c'est aussi les prises de parole qui ont suivi justement de ces accusés. Nathalie, vous en avez recueilli quelques-unes. Oui, c'est quand même étonnant d'en parler. Oui, c'est étonnant. Enfin, l'un d'eux a même écrit un livre après sa sortie de prison. J'ai séquestré Kim Kardashian aux éditions de l'Archipel. Oui, c'est étonnant de rencontrer ces gens-là. Enfin, c'est paradoxal. On est un peu mal à l'aise face à cette personne parce que après, il est dans le remords. Il dit je ne lui en voulais pas. Je regrette. Il regrette surtout de s'être fait prendre parce que effectivement, il dit c'est une affaire qui était tellement médiatisée que on a mis tellement de policiers sur cette enquête que forcément on allait se faire prendre. Mais c'est vrai que leur prise de parole, on les sent très à l'aise. Enfin, lui, en tout cas, il était très à l'aise. Il nous a ramenés même sur les lieux pour la première fois. Il nous a montré la porte, l'endroit. Il nous a expliqué comment il est tombé de son vélo, comment il a oublié de ramasser un bijou. Voilà, c'est assez étonnant. Et c'est finalement des prises de parole pour faire leur mea culpa pour certains aussi vis-à-vis de Kim Kardashian. Il y a un livre, mais les autres ne sont pas exprimés officiellement. Est-ce que c'est pour faire un mea culpa? Non, je pense que c'est surtout pour vendre des livres. Ouais, c'est pour surfer sur la vague Kim Kardashian. Peut-être qu'il est sincère dans ses remords, mais la démarche du livre, c'est pour vendre des livres. Évidemment, vous le disiez, c'était une cible évidente, Kim Kardashian, par rapport aux bijoux qu'elle portait sur elle régulièrement. Il y a quand même une autre victime à ce braquage. C'est le veilleur de nuit de l'hôtel Abderrahmane Outaïki qui a été lui aussi menotté et braqué par les malfaiteurs. Oui, c'est bien la preuve que c'est vraiment violent. C'est-à-dire que se cacher derrière l'idée que ce n'est pas un braquage avec un bazooka pour tirer sur une tirelire, enfin, donc une voiture qui transporte de l'argent, enfin un camion qui transporte de l'argent, c'est pas vrai. Ça, pour le coup, la séquestration, c'est très grave, on en a déjà parlé. Donc ça, je pense que si certains accusés avouent et prennent conscience de ce qu'ils ont fait à la victime, ça peut être bon pour eux. Dans la tradition du crime organisé français, il y a toujours eu quelques exemples de livres écrits en fin de carrière. Il faut juste bien décoder. Donc Nathalie Pérez, est pas toujours à l'aise avec les propos et c'est bien normal. Il faut décoder. On a comme ça des vieux papis de la French Connection qui nous ont dit qu'ils n'ont jamais tué personne. Ils vont pas avouer qu'ils ont tué. Ils vous avouent qu'ils ont fait venir des kilos d'héroïne. Donc là, c'est pareil. Ils regrettent peut-être. Bon, moi, les peu de propos que j'ai entendus, ça semblait quand même un peu construit correctement. C'est-à-dire que ça n'était pas que du propos comme ça dicté, par exemple, par un avocat. Donc, encore une fois, c'est l'oralité du procès des assises qui peut faire la différence. Parce que la manière dont ils vont s'exprimer, comment ça va être perçu par les jurés, le président, la presse, là, ça peut faire la différence. Avec cette différence, vous l'avez dit vous-même, que ça se fait d'habitude en fin de carrière, de raconter ça. Là, le procès n'est même pas passé, que le livre est déjà sorti. Ils sont en fin de carrière. Vu leur âge et vu ce qu'ils viennent de... C'était leur dernier coup. Oui, mais avant un procès, ça change quand même la donne, non? Ah bah, il a peut-être voulu jouer aussi sur le procès. Ça peut être contre-productif. Ça peut être mal perçu par la justice. Ça, c'est possible. C'est quand même un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Il l'a pris. Ils auraient voulu conditionner le procès. Ça, les juges n'aiment pas du tout. Ouais, parce que pour le coup, c'est vrai. Il reconnaît les faits et il s'excuse. Voilà, c'est ça. En tout cas, entre Kim Kardashian d'un côté et puis ses papy braqueurs de l'autre, c'est sûr, ce procès, Pauline de Lassus, il va susciter beaucoup, j'allais dire d'effervescence, c'est presque un peu trop positif pour parler d'un procès, mais en tout cas, une certaine vague de médiatisation, forcément. Ah oui, c'est le nombre d'accréditations, je crois, c'est plusieurs centaines, dont un quart d'étrangers. Ça va durer un mois. On sait déjà que cet après-midi, quand ça ouvre, ça va être la foire d'empoigne pour rentrer dans la salle. Qu'il y a une salle de retransmission qui a été prévue dans le palais de justice aussi pour que ceux qui ne puissent pas, les 27 journalistes qui ne peuvent pas rentrer, enfin qui seront rentrés, tous les autres seront dans une salle de retransmission. Donc oui, ça va être un peu le cirque pendant un mois. Et vous qui couvrez beaucoup d'affaires, Nathalie, c'est quoi la spécificité pour vous? C'est vraiment la figure même de Kim Kardashian? Oui, en fait, c'est ça. Et puis c'est les accusés quand même. C'est ces accusés qui sont vraiment l'opposition. Qui sont un peu décatis aujourd'hui. C'est pas des braqueurs flamboyants comme on peut l'imaginer à l'ancienne. Aujourd'hui, ils ont presque la moitié à pas loin de 80 ans. Donc oui, ça va être impressionnant. Des braqueurs à l'ancienne contre justement celle qui incarne une certaine forme d'hypermodernité. Oui, c'est la rencontre de deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Une des premières influenceuses. Omar rentre dans sa chambre, c'est ça qui m'avait intéressé dans le livre, c'est qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer, ces deux personnages. Et là, il y a ce moment, ça dure quelques minutes, ils sont dans la même chambre. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue romanesque, même.
de les voir, de les imaginer ensemble et d'imaginer ces deux. En tout cas, il y a un personnage, vous en avez parlé, on attend avec impatience de l'entendre parce que lui, il n'a jamais parlé, c'est ce fameux vigile. Ouais. Puisque lui, c'était un étudiant algérien qui était là pour faire veilleur de nuit pour payer ses études. Et quand les braqueurs arrivent dans la chambre de Kim Kardashian, ils lui parlent en français, elle ne comprend pas. Et donc, on lui demande d'être l'interprète. Ouais. Donc, lui, il doit interpréter, il doit dire the ring pour dire la bague, il doit dire, voilà. Et il fait l'interprète des braqueurs, il est ligoté, menotté. Ensuite, il est enfermé dans un placard. C'est quelqu'un qui a été très traumatisé, qui n'a pas pu terminer ses études puisqu'il est rentré en Algérie. Il n'a pas eu de visa pour revenir. Il sera là, présent aussi à l'audience. Donc un procès, évidemment, qu'on suivra bien évidemment sur France Info. Merci à vous d'avoir été avec nous pour en parler. Fabrice Risoli, Pauline Delasius et Nathalie Pérez. Donc ce procès qui doit se tenir 4 semaines devant la cour d'assises de Paris, celui donc des braqueurs, les papy braqueurs comme on les appelle, de Kim Kardashian.